Bonjour et bienvenue sur Django Academy. Je suis Thierry Ebingue pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Cette plateforme a pour but de vous sensibiliser sur les réalités de la construction en Afrique pour vous donner les éléments qui vont vous aider à la prise de décision à chaque étape du déroulement de votre projet de construction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un élément qui est très souvent négligé. Il s'agit des plans de structure. Beaucoup ne savent même pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle plan de structure? Quelle est l'importance de ces plans-là dans le projet de construction? Quels sont les éléments à prendre en considération ou alors quels sont les risques auxquels vous exposez votre projet si vous ne tenez pas compte de ce paramètre-là? Et surtout, quels sont les différents plans de structure qui existent et quel est le rôle dans le bâtiment? Nous n'allons pas entrer dans les éléments techniques des plans de structure, nous n'allons pas entrer en profondeur, mais nous allons vous donner des éléments qui vont vous aider à justement vous décider si vous allez opter de produire les plans d'exécution avant d'engager votre projet ou alors si vous allez vous engager tout simplement comme ça sans nécessairement produire les plans de structure. C'est important que vous puissiez avoir ces informations-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vers un professionnel, lorsque vous allez à la rencontre d'un concepteur, très souvent vous ne savez pas exactement le travail qu'on va vous produire, le résultat qu'on va vous produire à la fin de la prestation. Vous contactez un architecte, vous savez juste que vous voulez peut-être une maison, si c'est votre résidence personnelle, si c'est un duplex, vous voulez peut-être une maison, un duplex dans lequel, au niveau du rez-de-chaussée, vous aurez un salon, une cuisine, une salle à manger, une ou deux chambres, une ou deux salles de bain. Au niveau de l'étage, un salon également, peut-être 3 ou 4 chambres au niveau de l'étage. Bref, vous avez plus ou moins ces éléments-là en tête parce que vous avez évalué le besoin. Vous avez évalué le besoin en termes d'habitat parce que c'est votre résidence personnelle. Donc, du coup, vous avez évalué le besoin en fonction du nombre de personnes dans votre famille, c'est-à-dire la famille restreinte, c'est-à-dire vous peut-être et vos enfants, et en fonction aussi du fait que peut-être vous aurez peut-être des petits-enfants. Bref, en fonction du nombre de personnes que vous estimez pouvoir recevoir au sein de votre maison. Donc, du coup, sur la base de ces informations-là, vous savez plus ou moins ce que vous voulez. Maintenant, ça, c'est sur le plan fonctionnel. Vous avez des informations sur le plan fonctionnel, sur comment est-ce que vous voulez que votre maison soit, sur comment est-ce que vous voulez que votre maison puisse communiquer, comment vous voulez que les différentes pièces de votre maison puissent communiquer avec les autres. C'est-à-dire que vous voulez par exemple que la salle à manger soit proche de la cuisine. Vous voulez peut-être que la salle à manger soit ouverte sur la cuisine directement, de telle manière que lorsqu'on est à la cuisine, on voit tout ce qui se passe dans la salle à manger. Ça, c'est sur le plan du fonctionnement. Là, je veux dire, c'est l'étape la plus facile parce que c'est une étape qui se base sur vos besoins personnels et c'est une étape également qui se base sur vos envies. Donc, vos besoins et vos envies, donc vos désirs, donc ce que vous souhaitez avoir. Et sur la base de ces informations-là, on va concevoir un projet, on va faire une conception architecturale du projet. Donc, une conception architecturale, c'est-à-dire qui se base sur vos besoins et sur vos désirs. Ça permet de concevoir un projet, ça permet de dessiner un projet, de dessiner une maison en précisant en fait le fonctionnement du projet, sur la base du fonctionnement du projet, parce que sur les plans qu'on vous produit lors de la conception architecturale, c'est uniquement pour le fonctionnement, bon pas uniquement, c'est principalement pour le fonctionnement, pour présenter le fonctionnement de votre future maison. Donc lorsque vous regardez ces plans-là, ça vous permet de vous projeter et de comprendre comment est-ce que votre maison va fonctionner. Ça vous permet également de savoir quelle sera la forme architecturale de votre maison. Mais ce n'est pas suffisant. Ces éléments ne sont pas suffisants pour pouvoir réaliser le projet. Parce que pour que le projet puisse être réalisable, il faudrait qu'on aille au-delà de l'architecture, qu'on aille au-delà du fonctionnement et on travaille sur la structure du bâtiment. La structure du bâtiment qui va faire en sorte que le bâtiment puisse rester debout. La structure du bâtiment qui va faire en sorte que toutes les formes architecturales puissent se voir. Parce que c'est la structure qui va porter en fait toutes les formes architecturales. C'est la structure qui va porter tout le fonctionnement que vous voulez à l'intérieur de votre maison. Donc, il faudrait donc qu'on aille au-delà de ça. Et ça, très souvent, c'est un travail qui ne se voit pas. C'est un travail ingrat parce que ça ne se voit pas, parce que ce n'est pas visible. Le travail qu'on voit le plus, c'est la conception architecturale. C'est la conception qui permet de voir comment la maison sera. Mais comment est-ce que la maison... Ce qui va permettre de rendre la maison solide, là, ça ne se voit pas très souvent. Donc, du coup, les maîtres d'ouvrage ne connaissent même pas
tout ce qui est fait par derrière, parce qu'il y en a qui se disent même que la conception architecturale est suffisante pour qu'on puisse lancer les travaux. Alors lorsqu'on lance, beaucoup le font, beaucoup de personnes le font. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les documents qui ont été produits par l'architecte, ils vont aller sur le terrain, remettre ces documents-là, ces plans d'architecture, remettre ces plans-là à un technicien au quartier, et puis le technicien va lancer les travaux. Du coup, comme on a pris l'habitude de fonctionner comme ça, comme les techniciens ont fait comprendre, je veux dire les techniciens au quartier ont fait comprendre que c'était au maître d'ouvrage que c'était possible de fonctionner ainsi. Du coup, lorsqu'on va dire à une personne par exemple que non, il faut d'abord produire les plans de structure, la personne ne comprend pas en fait. Parce que la personne se dit que c'est une étape qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le technicien, lui, au quartier, n'a pas l'habitude de demander, n'a pas l'habitude de préciser qu'il faut produire les plans de structure. Mais le technicien produit ses plans avant de commencer le travail. Le technicien va s'asseoir, il va réfléchir sur les éléments de structure. Même s'il ne va pas produire les plans, comment je vais dire ça, de manière explicite, de manière propre pour remettre au client, à son client. Mais il va quand même produire ses plans avant de commencer le travail, avant de commencer la mise en œuvre du projet. Pourquoi est-ce que je dis qu'il va produire ses plans? Lorsque vous allez remettre les plans d'architecture au technicien, il va prendre les plans d'architecture, il va essayer de disposer les poteaux. Parce que sur les plans d'architecture, il n'y a pas de poteaux. Il n'y a pas de poteaux et on ne peut pas construire une maison sans poteaux. Si c'est un plein pied par exemple, que vous avez pris le plan, vous avez pris le plan du plein pied et vous avez remis au technicien au quartier, il prend ce plan-là, il va essayer de disposer les poteaux sur le plan, c'est-à-dire en fonction des distances. Il va définir peut-être à tel angle ici, par exemple, au croisement de deux murs, par exemple, peut-être il va mettre un poteau. Voilà, sur la base de ce qu'il connaît, il va essayer de disposer les poteaux. Du coup, ce n'est plus le même plan. Le plan d'architecture que vous avez pris, vous lui avez remis, il est en train de transformer ça, il est en train de produire un plan de structure. C'est vrai que les deux sont liés, les deux éléments sont sur le même plan. Bon, ce qui n'est pas conventionnel, mais il est quand même en train de faire ce travail-là. Il est en train de travailler sur la structure parce que lui-même, il sait qu'il ne peut pas réaliser un projet comme celui-là sans travailler sur la structure, sans concevoir une structure. Donc, il est en train de concevoir la structure, il va disposer les poteaux. Par la suite, il va aller au niveau de la fondation. Il va essayer de faire un plan de fondation, même si c'est juste au brouillon, sur la base du plan d'architecture que vous avez produit. Parce que le plan d'architecture, dans les plans d'architecture, il n'y a pas le plan de fondation. Il va essayer de produire, de disposer les semelles au niveau peut-être sous les poteaux. Il va essayer de disposer les semelles, il va estimer un peu peut-être les dimensions des semelles qu'il faut par rapport à ses expériences, mais bon, de manière hasardeuse, il va se baser à ce niveau. Ça peut donner comme ça peut ne pas donner plus tard. Ça, on ne va pas entrer dans les détails là maintenant. Il va essayer de disposer les semelles, il va essayer de disposer les longrines pour les fondations. Bref, il va essayer de travailler là-dessus. S'il doit avoir peut-être un plancher, une dalle, il va essayer de disposer les poutres, de voir comment les poutres vont passer et tout. Il fait ce travail-là, il ne vous dit pas. Il fait ce travail sans vous dire. Lorsque vous avez pris les plans d'architecture où on voit uniquement comment les pièces sont réparties, chambre, salon, salle à manger, cuisine et tout, on voit uniquement ça. Vous lui remettez, vous dites que vous avez besoin d'un devis, vous voulez son devis, vous voulez qu'il fasse un devis, qu'il vous produise un devis afin de savoir s'il peut engager les travaux. Quand il prend, avant de faire le devis, il fait d'abord ce premier travail. Il ne peut pas faire le devis sans faire ce premier travail. Mais sauf que le résultat de ce travail-là, il ne vous donne pas. Il garde ça à son niveau parce que bien sûr, vous n'avez pas payé pour ça. Et ce qu'il est en train de faire, c'est pour lui qu'il le fait. Parce qu'il sait que c'est sur cette base-là qu'il va aller travailler, qu'il faut même produire le devis là. Parce que s'il ne peut pas faire les plans de structure sans au préalable, il ne peut pas lancer les travaux, il ne peut pas faire le devis. Il ne peut pas faire produire un devis sans au préalable disposer les semelles, déterminer combien de semelles il faut, déterminer combien de poteaux il faut, déterminer le linéaire des longrines qu'il faut. Il doit faire d'abord ce travail-là. Même s'il le fait au brouillon, il le fait quand même. Donc du coup, il fait ce travail, il ne vous dit pas, il prend le résultat, il fait juste le devis et il vous remet le devis. Lorsque vous prenez le devis, vous analysez le devis, vous discutez, vous vous accordez peut-être, il va évaluer les quantités des matériaux qu'il faut pour faire le travail. Vous achetez les matériaux, vous discutez sur la main d'œuvre, vous accordez sur la main d'œuvre, il commence le travail. Lorsqu'il commence le travail, il part reprendre ses brouillons, le travail qu'il a eu à faire. Il récupère ses brouillons et c'est ça qu'il met en application. Il va donc maintenant venir travailler la structure. Il va maintenant venir réaliser la structure de votre bâtiment sur la base de ce qu'il a eu à travailler au brouillon. Parce que sans ça, il ne peut pas produire. Maintenant, s'il était venu et vous avez dit, OK, les éléments, les plans de l'architecture que vous avez produits là ne sont pas suffisants, il faut également les plans de structure, il n'allait pas gagner le marché. Parce que ça devait faire un travail en plus. Et du coup, les techniciens ont pris cette habitude-là pour ne pas renvoyer le client, pour ne pas donner l'impression au client
il doit encore payer autre chose au-delà d'aller mettre en œuvre le travail directement. Ils font donc ce travail au brouillon et puis ils vont appliquer directement. Et vous avez l'impression que c'est un truc qui n'est pas nécessaire. Lorsque vous allez tomber peut-être sur une autre personne qui va vous demander, qui va exiger de produire les plans de structure avant de commencer le travail, vous allez estimer en fait que lui il est exigeant, que peut-être bon voilà, il ne maîtrise pas son travail, c'est voilà, je sais pas, vous allez le traiter de tous les noms d'oiseaux, alors qu'en réalité c'est obligatoire on ne peut pas réaliser une maison sans les plans de structure. En fait, pour réaliser une maison, il faut réaliser d'abord la structure de la maison. Et maintenant, c'est la structure de la maison qui va maintenant porter la partie architecturale de la maison. Donc, on ne peut pas réaliser la structure de la maison sans les plans de structure. Donc, en réalité, les plans de structure sont un ensemble de documents techniques, un ensemble de plans et des dessins qui vont permettre de remettre en œuvre, d'exécuter la structure porteuse d'une maison, d'un bâtiment, que ce soit un plein pied ou un bâtiment de plusieurs étages. Ce sont des documents qui sont très, très importants parce que à partir de ces éléments, à partir de ces plans-là, on sait exactement quel poteau il faut mettre à quel endroit. On sait exactement parce que parfois, on construit un bâtiment avec des poteaux qui ont des sections différentes, des dimensions différentes. Et du coup, à partir des plans de structure, on sait exactement quel poteau va où. On sait exactement quelle semelle va où. Parce que sur le plan de fondation, peut-être au niveau de la fondation, par exemple, de votre maison, les semelles ne seront pas forcément les mêmes à tous les niveaux. En réalité, même, il est impossible d'avoir un bâtiment qui a les mêmes semelles à tous les niveaux. Mais très souvent, c'est ce qu'on fait au quartier. On utilise, en fait, on adopte une même section de semelles pour toutes les semelles qui vont passer sous tous les poteaux. C'est-à-dire qu'on a par exemple une maison qui a 28 poteaux. Et 28 poteaux, ça veut dire 28 semelles. Et toutes les semelles ont la même section. Ça, c'est ce qui se fait généralement au quartier. Toutes les semelles ont la même section. En réalité, toutes les semelles ne peuvent pas avoir la même section parce que toutes les semelles ne reçoivent pas les charges de la même manière. Toutes les semelles ne supportent pas le même poids en fait. Donc, il est inadmissible que toutes les semelles aient les mêmes sections. Mais on le fait généralement, on le fait parce qu'on a vu ça, peut-être on a vu quelque part, ou alors parce qu'on n'a pas fait les calculs, parce qu'on n'a rien calculé, et puis on adopte juste une section comme ça, là on a pris ça, là on a pris la même chose partout. C'est soit il y aura du gaspillage, ça veut dire une semelle par exemple, un endroit où on pouvait mettre une semelle de 1 mètre par 1 mètre, on se retrouve en train de mettre peut-être une semelle de 1 mètre, peut-être par 1 mètre 50. Ce qui fait qu'il y a un béton là, sur une épaisseur peut-être de 20 cm, il y a un béton là qui ne sert à rien et que c'est en fait qui va partir inutilement. Et avec le ferrage qui va également parce que si on augmente la section de la semelle, ça veut dire que le ferrage également couvre toute la section. Ça veut dire que c'est la quantité de fer qui va en plus. Donc c'est le fer qui va en plus, c'est le ciment qui va en plus, c'est le gravier, c'est le sable qui va en plus. Donc du coup, quand on n'a pas fait ce travail-là, quand on n'a pas fait ce calcul-là pour savoir exactement les dimensions des semelles qu'il faut à tel niveau, c'est-à-dire que pour chaque poteau, on calcule toutes les semelles qu'il faut. On calcule toutes les sections de semelles qu'il faut. Ça fait en sorte qu'on fait des économies. On mêle une semelle à l'endroit où il faut exactement. On ne va pas mettre juste des semelles de manière hasardeuse. On ne va pas décider de mettre les mêmes sections de semelles partout. Donc voilà, donc ça vous permet de faire des économies. Lorsqu'il y a des plans de structure, lorsqu'on a fait ce travail-là, parce que lorsqu'on dit plan de structure, ça veut dire qu'on a fait un calcul de structure en amont. Donc du coup, lorsqu'on fait ce travail-là, ça vous permet de faire des économies. Ça vous permet d'être sûr que l'ouvrage que vous êtes en train de réaliser, les éléments de structure que vous êtes en train de réaliser pourront supporter la charge du bâtiment, pourront supporter en fait toutes les sollicitations auxquelles il sera soumis. Voilà donc les principales raisons pour lesquelles il est important de réaliser des plans de structure. Maintenant, lorsqu'on parle de plan de structure, il s'agit de quoi exactement? Si par exemple vous allez vers un concepteur et vous lui dites ok, j'ai besoin de plans de structure pour mon projet, j'ai déjà les plans d'architecture, je suis allé voir un architecte, il m'a projeté les plans d'architecture. Les plans d'architecture, c'est quoi? C'est les plans de distribution, c'est les façades, c'est le plan de toiture, c'est la maquette 3D, c'est aussi les coupes, quelques coupes aussi. Voilà, globalement, c'est ça les plans de distribution. C'est ça les plans d'architecture. Maintenant, lorsqu'on passe au niveau des plans de structure, là, c'est autre chose.
Le plan de structure, on prend les éléments les éléments obtenus lors de la conception architecturale. Donc on prend tous les plans d'architecture. On se base sur ça pour concevoir la structure porteuse de la maison. Donc sur cette base-là, comme je l'ai dit, de la même manière que le maçon a commencé par positionner les poteaux pour savoir là où il y aura le poteau, bien là où il n'y aura pas de poteaux. On fait la même chose, on prend les plans d'architecture, on dispose les poteaux dessus, on met les poteaux, on fait un prédimensionnement pour déterminer la section des poteaux qu'il faut. On fait le dessin des charges et tout, on fait les calculs et tout. Et à la fin, on obtient les éléments comme le plan de fondation. Donc, lorsqu'on a calculé tous les éléments, on a calculé les poteaux, on a calculé les semelles, on a calculé les poutres, on a calculé les longuines. Lorsqu'on a tout calculé, on produit maintenant les plans de structure. Premier plan, le plan de fondation. C'est un plan à part entière. On produit le plan de fondation. On produit les plans de coffrage, par exemple, pour le plancher, pour la dalle. Il y a le plan de coffrage qu'on va produire, comment est-ce qu'on va disposer, comment on va disposer les nervures, par exemple, sur le plan de coffrage. On voit d'ailleurs d'abord le type de dalle qu'on va réaliser. Si c'est une dalle avec une dalle pleine ou bien une dalle avec les outils, ça se voit sur le plan de coffrage. S'il y a les endroits où ça sera en dalle pleine et d'autres endroits où ça sera ça sera en outil, ça se voit sur le plan de coffrage. Les différents types de poutres, avec les sections de poutres, s'il y a plusieurs sections de poutres, ça se voit également sur ce plan-là. Le sens de portée des nervures, comment est-ce qu'on va disposer les nervures au niveau de la dalle, ça se voit, les outils, comment ça se voit. Tout cela se voit. Là, il y aura la cage d'escalier, ça se voit également sur le plan de coffrage. On voit toutes ces informations-là sur le plan de coffrage. On produit le plan de coffrage. On va également, par exemple, produire le plan de chaînage pour le haut, c'est-à-dire pour le dernier niveau du bâtiment. On produit également un plan de chaînage pour savoir comment est-ce que ça va se passer. Il y a également le plan de charpente, qui est également un plan de structure. Comment est-ce qu'on va disposer les fermes, à quel niveau il faut les fermes, combien de fermes il faut, les espacements, les distances entre les différentes fermes, la distance entre les différentes pannes. On voit tous ces éléments-là parce que c'est un élément structural. Il y a également cet élément-là. Il y a les éléments comme... il y a les plans de ferrage également. Les plans de ferrage tels que... Là, c'est vraiment pour aller dans le détail. C'est-à-dire que lorsqu'on a produit les plans de fondation, par exemple, lorsqu'on finit de produire le plan de fondation, on revient encore en détail. Dans la fondation, on sait qu'il y a les semelles, il y a les amorces de poteaux, il y a les longuines, par exemple. Ça, c'est les trois principaux éléments de structure au niveau de la fondation. On vient maintenant dans le détail. On calcule les semelles, le ferrage des semelles. On produit les plans de ferrage des semelles, donc les plans de ferrage de toutes les semelles. Si par exemple on a adopté 3 types de semelles pour le bâtiment, on produit les trois types, on produit par exemple, les plans de ferrage pour les 3 types de semelles. Donc semelle 1, on voit le plan de ferrage de ça, semelle 2, plan de ferrage, semelle 3, plan de ferrage. Donc on a donc 3 plans de ferrage. Maintenant on arrive au niveau des amorces, on produit également les plans de ferrage des amorces. On produit les plans de ferrage des longuines. Ces éléments permettent de savoir comment est-ce qu'on va faire le ferrage, comment on va effectuer le ferrage au niveau des différents éléments en béton. Il y a d'autres détails-là. Ce sont les éléments qui vont être d'une utilité capitale lors de la mise en œuvre du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a produit ces éléments-là, on a pris le plan de ferrage, des semelles, des amorces et puis des longuines. On envoie aux techniciens au chantier, à l'équipe au chantier. On a déjà le plan de fondation. C'est-à-dire que on sait là où il y aura la semelle 1, la semelle 2, la semelle 3. On sait à quel niveau il y aura chaque type de semelle. C'est repéré sur le plan de fondation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va préfabriquer la mâture de chaque semelle, des différentes semelles, on sait exactement là où on doit aller disposer ça et on ne confond pas. On sait par exemple que pour la semelle 1, sur le plan de ferrage, c'est mentionné. Semelle 1, il y a peut-être 14 semelles 1, 14 semelles de type 1. Il y a peut-être 11 semelles de type 2. Il y a peut-être 4 semelles de type 3. Tout ça est mentionné. On prend tout ça, on remet ça au ferrailleur par exemple. Le ferrailleur récupère ces informations-là. Il produit 14 semelles de type 1. Les plans de ferraillage, il produit les ferrages. Il façonne les armatures. Il découpe et puis il façonne, il va ligaturer. Il produit 14 semelles de type 1, 11 semelles de type 2. Et 4 semelles de type 3. Il produit toutes les semelles, il pose. Maintenant, ceux qui sont chargés de fixer ces semelles-là dans le sol, de poser ces semelles-là à l'intérieur des fouilles des semelles, ils viennent en fonction de la dimension, en fonction du type de semelles. Ils regardent sur le plan de ferraillage, sur le plan de fondation, ils partent poser exactement là où il faut. Toutes les informations là sont déjà là. Il n'a plus rien à réfléchir, il n'a plus rien à créer, il n'a rien à inventer. Il exécute tout simplement ce qui est sur le plan de structure.
voyez, le responsable est là, juste le gestionnaire ou alors le responsable ou alors le contrôleur est là pour se rassurer que là où on a mis la semelle, c'est exactement la semelle qu'il fallait pour éviter également qu'il y ait des confusions. Donc, voilà donc le rôle principal, voilà donc les types de semelles, voilà comment les plans de structure seront exploités sur le terrain. Bon, maintenant, imaginez donc un instant que vous arrivez sur votre chantier. On est en train d'exécuter la fondation. On est en train de façonner les armatures pour les semelles. Et on est en train de réaliser les semelles. Vous prenez votre téléphone, vous filmez, vous êtes content, vous êtes fier. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir sur quelle base ce technicien est en train de réaliser les semelles là. Sur quelle base? Est-ce que ça vient uniquement de son imagination? Il n'a aucun document. Il ne vous présente, vous n'avez aucun document parce que vous n'avez pas. Là, je suis en train de parler du cas où on n'a pas conçu les plans de structure dès le départ avant d'engager le projet. Donc, vous avez juste produit les plans d'architecture, vous avez remis au technicien, il est en train de travailler. Et puis, vous arrivez au chantier, il est en train de faire un travail, mais il n'y a aucun document. Et rien n'est documenté. Rien n'est documenté, c'est-à-dire qu'il est en train de produire, il est en train d'exécuter les semelles. Vous n'avez aucun document concernant les semelles. Il est en train d'exécuter les amorces. Vous n'avez aucun document concernant les amorces. Aucun document que vous pouvez vous-même vérifier. Ou alors vous pouvez prendre ce document-là, remettre à une personne et la personne vient vérifier si ce qui est sur le document, c'est ce qu'on est en train de réaliser effectivement. Il n'y a aucun document. Et maintenant, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il y aura un souci. Peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais un jour, il peut avoir un souci. Et puis, celui qui a réalisé le projet, vous n'avez même plus soit vous n'avez plus son contact, soit il ne vit même plus. Soit vous ne savez plus ou vous ne savez plus comment le retrouver. Et il y a un souci sur votre bâtiment. C'est des choses qu'on a eu à vivre. Il y a un souci sur le bâtiment. Vous faites appel à un autre technicien ou alors un ingénieur. Il arrive. Par exemple, je prends l'exemple au niveau de la dalle. On a exécuté la dalle et puis à un moment donné, peut-être la dalle commence à se fissurer. Peut-être il commence à avoir affaissement. Peut-être il commence à avoir des problèmes sur la dalle, quoi. Et puis vous faites appel à un expert, il arrive. Première chose qu'il va vous demander, c'est où sont les documents qui ont permis de réaliser le projet? Où sont les plans de structure qui ont permis de réaliser ce plancher-là? Où sont les plans de où est le plan de coffrage? Pour qu'ils puissent voir à quel niveau les poutres passent. Parce que c'est sur la base du plan de coffrage qu'il pourra se dire, ok, à ce niveau-ci, il doit avoir une poutre. Mais puisque quand la maison est déjà construite, on a déjà fait le crépissage, on a fait les enduits, on a mis la peinture dessus, et la structure n'est plus visible. Donc, quand on regarde, on ne peut pas savoir s'il y a une poutre à tel niveau, s'il y a un poteau à tel niveau, on ne peut pas savoir. Tout est lié à la peinture, les gens vivent déjà, on ne sait pas. Il y a les carreaux partout, on ne sait pas là où il y a la poutre. Donc, du coup, il faudrait qu'il ait au moins ces documents-là pour pouvoir se repérer. Alors, il vous demande où est le plan de coffrage pour qu'il puisse voir la disposition des éléments de structure au niveau de la dalle. Il n'y a pas de plan de coffrage. OK. Où sont les plans de ferrage? Pour qu'il puisse savoir comment est-ce que les poutres ont été ferraillées. Comment les poutres ont été ferraillées. Parce qu'il peut avoir le plan de coffrage. Il y a le plan de coffrage, ok, il sait qu'il y a une poutre par exemple qui doit passer ici, mais il ne sait pas comment la poutre a été ferraillée. Il faut qu'il vérifie, il faut qu'il se rassure que si la poutre là peut fonctionner normalement. Mais comment est-ce qu'il va savoir si il n'a aucun plan de ferrage de cette poutre là? Il n'y a pas de plan de ferrage de la poutre, il n'y a aucune information. Prenons encore le cas où, là même c'est même visible, il peut même casser la dalle, et puis on voit le ferrage. On est au niveau de la semelle, il y a des soucis. Et on veut se rassurer, on veut vérifier que la semelle, une des semelles fonctionne bien. Peut-être il y a un affaissement au niveau, on se rend compte qu'il y a un poteau qui s'affaisse. S'il y a un poteau qui s'affaisse, ça veut dire qu'il y a un problème déjà même dans le sol. On veut savoir si la semelle qui a été réalisée à ce niveau-là, comment est-ce que la semelle qui a été réalisée à ce niveau-là a été faite? Comment est-ce qu'elle a été ferraillée? C'est là où il y a un problème. Où sont les plans de ferrage de ces semelles-là? Il n'y a pas les plans de ferrage de ces semelles. On ne sait pas comment c'était fait. Parfois, on demande même les photos. Parfois, on demande les photos pour voir, est-ce que vous avez au moins, quand le travail était mis en œuvre, est-ce que vous avez au moins filmé et tout. Mais on peut pas tout filmer. Ça, parfois, c'est parce qu'on est désespéré. On n'a pas juste envie de dire au client qu'il faut tout casser. On veut au moins savoir. Peut-être qu'en passant, peut-être quand vous allez filmer, prendre une vidéo, on pourra au moins se regarder, zoomer un peu pour voir si voir la qualité du fer, le ferrage qui a été fait, estimer un peu l'espacement entre les différents fers, essayer un peu de voir à l'œil nu, de repérer un peu le type de fer, d'avoir un peu, en fait, par intuition comme ça, de trouver des informations, des éléments. Bon, peut-être c'est le fer de 12 qui a été utilisé pour les semelles, ou alors peut-être c'est le fer de 10. Mais la marque, on ne sait pas la marque. Le type de fer, est-ce que c'est le F400, est-ce que c'est le F500, on ne sait pas. Donc, on est donc coincé, on arrive donc coincé. Parce que justement, lorsque vous avez décidé d'engager votre projet, vous avez pensé uniquement au présent. Vous vous êtes dit que il ne peut jamais avoir de problème. Mais ça, ce n'est pas sur terre. Il va toujours avoir un problème. Il y aura toujours des problèmes. Qu'importe ce que vous allez disposer, que vous allez prendre, il
il peut toujours avoir un problème. Il peut toujours avoir un problème. Donc, c'est toujours important que vous preniez dans vos dispositions. Il faut documenter votre projet. Votre projet doit être documenté. Vous devez avoir tous les plans qui ont permis de réaliser le projet. Même si vous n'avez pas payé les plans au départ. Moi c'est ce que je vais vous conseiller, vous donner comme conseil aujourd'hui. Si au départ, vous avez remis uniquement les plans d'architecture et puis le prestataire commence à réaliser le projet, lorsqu'il fait les semelles, vous lui demandez est-ce que vous pouvez voir les plans des semelles, les plans de ferrage là, que vous avez envie de garder, vous voulez documenter. Vous lui dites clairement que vous voulez documenter votre projet. Tous les éléments qu'il va réaliser. Quand il est en train d'exécuter le linteau, il dit que bon, est-ce qu'il y a un plan par rapport au linteau? Il dit ok, il dit oui. Le plan pour le linteau, c'est le plan de ferrage du linteau. Il dit ok, est-ce que tu peux me faire le plan de ferrage? Même si c'est un croquis, même si c'est fait à main levée, il trace ici, là, il met ok, 2 faits de 8 ici, là, 2 faits de 10 ici, là, les cadres peut-être en fait de 6, espacement des cadres peut-être 20 cm. Même si c'est le croquis, vous prenez, vous gardez, parce que ça peut vous aider plus tard. Ça, c'est si vous avez commencé à exécuter votre projet et que on n'a pas conçu, en fait, on n'a pas élaboré ces documents-là dès le départ. Donc, vous documentez à chaque étape. On est en train de ferrailler peut-être les nervures. Ah, ça c'est quoi? On appelle ça comment? Les nervures, ok. Le ferrage de ça. Est-ce que je peux avoir un plan de ferrage pour ça, pour documenter mon projet? Allez, on trace, même si c'est à main levée, on trace on dit ok, les nervures là, on a ferraillé avec le fer de 12 ou alors le fer de 10 ou alors on a mis 2 fers de 10, 2 fers. Bref, on note tout ça. Et puis, les étriers ont été faits avec le fer de 6, le fer rond de 6. On note tout ça là. Le fer de 12 qui était utilisé, c'est le FE500 ou alors c'est le FE400. On met de marque Prometal. On note tout ça là. Et vous gardez parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais l'idéal, c'est de concevoir tous ces éléments-là dès le départ. C'est de concevoir les éléments, les plans de structure, les principaux plans de structure dès le départ, avant de vous engager, avant de commencer le projet, avant de lancer la construction. Parce que si vous lancez par exemple la construction d'un escalier, vous réalisez un escalier, on fait un ferraille au niveau de l'escalier, on fait un escalier, l'escalier est fonctionnel. Et puis plus tard, il y a un problème au niveau de l'escalier. On veut peut-être identifier à quel niveau le problème, sans forcément venir casser tout l'escalier une fois. On veut d'abord identifier à quel niveau il peut avoir le problème. On veut d'abord voir les plans qui ont permis de réaliser les plans d'escalier qui ont permis de réaliser cet escalier-là. Mais il n'y a pas de plan. On veut voir les plans de ferrage. Il n'y a pas de plan de ferrage. On veut savoir si le problème c'est au niveau du ferrage. Le problème c'est par exemple au niveau du type de fer qui a été utilisé. On veut identifier le problème avant de décider s'il faut casser ou pas. Mais on va se retrouver dans une situation où on va se mettre à casser. On finit de casser, on se rend compte que le fer qui était utilisé était un fer de très bonne qualité. Donc en réalité, le problème c'était même pas le fer. Mais trop tard, on aurait à casser l'escalier. Peut-être on serait en train de dépenser encore pour faire un autre escalier. On ne pourra plus réutiliser le fer qui a été utilisé pour l'autre là. Non, on ne pourra plus le réutiliser. Donc, parce qu'il a subi beaucoup de sollicitations, on ne peut plus le réutiliser. Donc voilà. Voilà donc pourquoi il est important que vous puissiez comprendre ces différents plans-là et savoir exactement quelles sont les dispositions que vous devez prendre pour engager, pour obtenir en fait les plans de structure pour votre projet. Parce que si vous ne le faites pas, soit maintenant, soit plus tard, vous allez payer. Aujourd'hui, vous négligez peut-être cet aspect-là, vous dites que ce n'est pas nécessaire. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est où est-ce qu'on va mettre la chambre, où est-ce qu'on va mettre le salon, où est-ce qu'il y aura la cuisine, où est-ce que je vais garer mon véhicule quand je vais rentrer chez moi. Aujourd'hui, c'est tout ce qui vous intéresse de savoir. Mais demain, ça ne sera plus ça. Demain, ça ne sera plus ça le problème. Demain, vous aurez juste envie de dormir. Vous aurez juste envie de trouver le sommeil parce qu'il y a une fissure là qui est en train de sortir sur votre maison. Et vous ne savez pas comment résoudre ça. Vous appelez les experts, tout le monde vous demande de casser seulement. Parce qu'on ne connaît pas d'où vient le problème. On dit qu'il faut casser d'abord. Parce qu'il n'y a aucun plan. On va se repérer sur quoi pour savoir. On n'est pas des sorciers. Ce n'est pas la magie qu'on fait. La construction, ce n'est pas la magie. C'est qu'on ne va pas arriver comme ça chez vous. On regarde juste les murs. On regarde juste la dalle. On dit que non, ici il y a la poudre. Ici il n'y a pas la poudre. Ici, non, ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas la sorcellerie qu'on fait, on a besoin d'une base pour identifier où les éléments ont pu être disposés. On a besoin d'une base pour savoir où est-ce que à cet angle, il y a peut-être un poteau. Est-ce qu'à ce niveau-ci, il y a un poteau. On a besoin d'une base. On ne va pas voir un mur, tout un mur droit comme ça et imaginer qu'à l'intérieur, peut-être au milieu là, peut-être il y a un poteau. Comment est-ce qu'on fait pour savoir? On voit le mur est déjà là, tout est mélangé avec les papins, c'est déjà crépé, il y a la peinture, il y en a mis l'enduit sur ça, on a lissé les murs, c'est tellement joli. On a mis la peinture sur ça, c'est tellement beau à voir. Comment on fait pour savoir qu'à ce niveau-ci, il y a un poteau? Comment on fait pour savoir? Il n'y a pas de plan. Les plans de structure, ça n'existe pas.
On fait comment pour savoir? Et puis non, on vient, on dit seulement que non, il faut casser la maison. Mais on vient, on commence à casser, on dit que bon, on va chercher le poteau ici. On commence à casser, on se rend compte que non, ici, le poteau n'est pas ici. On imagine que non, peut-être qu'il peut m'avoir le poteau à ce niveau-ci. On arrive là-bas, on commence à casser, on voit qu'il n'y a pas le poteau là-bas. Et que, mais comment ils n'ont pas mis le poteau ici là? Si c'était moi, ils devaient mettre le poteau à ce niveau-ci là. Mais ce n'est pas moi. Il n'y a pas de plan pour identifier. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre ces éléments-là. Et les plans de structure, comme je l'ai dit, les plans de structure se produisent lors de la conception. C'est pendant la conception, après la conception architecturale. Parce que tout commence avec la conception architecturale. L'architecture détermine le fonctionnement de la maison. L'architecture détermine le design de la maison, comment est-ce que la maison sera, la beauté de la maison que vous aurez. Après, maintenant, ce travail-là, la structure, l'ingénieur entre et commence avec la conception architecturale pour savoir comment est-ce que le bâtiment pourra rester debout, pour concevoir la structure porteuse de la maison. Et il va calculer donc chaque élément de la structure de la maison. Il va élaborer les différents plans de structure. C'est à ce moment-là qu'on prend c'est avec les plans de structure qu'on va mettre en œuvre le bâtiment. Généralement, les plans d'architecture, bon, je n'ai pas envie de dire généralement, parce que le volet beauté, le volet esthétique des plans d'architecture, c'est leur définition qu'on voit ça. C'est leur définition qu'on commence à regarder ça. C'est-à-dire que le rendu final que vous allez produire, le rendu final que l'architecte produit, c'est vers la fin du projet qu'on regarde ça. Oui, parce que dès le départ, c'est la structure qu'on regarde. C'est la structure. Regardez par exemple, peut-être quand vous vous baladez souvent, vous avez déjà eu à voir un bâtiment, poteau dalle, poteau plancher, c'est-à-dire qu'on fait la fondation, on coule les poteaux, on exécute les poteaux du rez-de-chaussée, on coule la dalle, on ne met pas le remplissage, on ne met pas les murs. On part également à l'étage, premier étage, on fait les poteaux, on coule la deuxième dalle. Ainsi de suite, parfois même jusqu'à R+5, R+8 même. Lorsque vous passez en route, vous ne pouvez pas savoir si ce sont les appartements, si c'est, je sais pas, si ce sont les boutiques qu'on va réaliser, vous ne pouvez rien savoir. C'est-à-dire que sur le plan architectural, on ne voit rien du tout. Mais sur le plan structural, on voit une structure qui est debout et qui est prête à recevoir une forme plus tard. La structure là pourra recevoir une forme plus tard. Ça veut dire que la conception architecturale qui a été faite par l'architecture a juste servi pour concevoir la structure là qui est mise en œuvre. Mais sur le plan au niveau de la mise en œuvre, la seule chose qu'on a mis en œuvre, c'est la structure. On n'a même pas encore mis en œuvre l'élément fonctionnel en fait. L'élément fonctionnel en fait, l'aspect fonctionnel en fait du projet n'est pas encore visible. On ne sait même pas on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On ne sait pas à quoi ça va servir. Quand on passe en route, on ne voit rien du tout. On voit uniquement la structure du projet. Mais sur le plan architectural, on ne voit rien du tout. Donc pour vous dire que très souvent, vous vous concentrez sur un élément qui va même venir plus tard et vous négligez sur l'élément qui va servir justement à réaliser cet élément qui va venir plus tard. Donc, il faut donc comprendre que les plans de structure sont des éléments très importants. Les plans de structure viennent après les plans d'architecture. Lorsque l'architecte a terminé, l'ingénieur prend le relais. Il travaille là-dessus. Vous pouvez tomber sur une équipe, vous pouvez tomber sur un concepteur qui va en même temps vous produire les plans d'architecture, il va également vous produire les plans de structure. Mais en temps normal, c'est l'architecte qui produit les plans d'architecture, il finit et l'ingénieur prend le relais avec les plans de structure. Ça, c'est en temps normal. Mais si vous tombez sur un concepteur, qu'il soit architecte ou ingénieur, qui peut vous concevoir tous ces éléments-là ensemble, c'est tant mieux pour vous. C'est tout bénéfice pour vous. Donc, ça sera à vous maintenant de prendre des dispositions par rapport à ça. Et moi, je vous souhaite juste la réussite de votre projet. Je vous souhaite juste de prendre les décisions qui vont permettre non seulement d'avoir un projet que vous engagez maintenant, parce que ce qui vous préoccupe le plus, c'est de commencer le projet. Et c'est vrai. Et c'est vrai que en commençant le projet, vous êtes beaucoup plus motivé à continuer et à le terminer. Alors, vous êtes souvent pressé de commencer le projet le plus tôt possible. Mais c'est toujours bien de prendre des dispositions. C'est toujours bien de prendre des dispositions pour vite commencer le projet. Et en même temps, pour ne pas être buté dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Parce qu'il y a un problème. Avec les plans, on pouvait facilement identifier où est le souci du problème, où est le souci, voir si peut-être on a fait une mauvaise conception, voir comment corriger ça rapidement, et puis on passe à autre chose. Mais on va se retrouver en train de casser pour chercher, pour voir où le problème se trouve. Donc, pensez à maintenant pour vite commencer et pensez également à demain pour ne pas tomber dans l'impasse et que votre projet commence à vous donner, votre bâtiment commence à vous donner des insomnies. Alors, c'était important qu'on puisse parler de ce sujet aujourd'hui, un sujet qui est beaucoup plus théorique, un sujet qui est beaucoup plus dans la sensibilisation, un sujet qui va vous aider
qui va vous pousser à prendre une meilleure décision en ce qui concerne la conception, la phase de conception du projet. Parce que tout commence par la conception du projet. Si vous prenez un faux pas, un mauvais départ dès le début, dès la conception du projet, cela pourra avoir des répercussions jusqu'à la fin du projet. Alors, si vous avez une expérience à partager avec nous en ce qui concerne la conception du projet, peut-être vous avez eu à mettre en œuvre votre projet sans plan de structure et votre projet tient debout, ou alors peut-être vous avez eu des difficultés, ou alors vous avez des soucis. Peut-être plus tard il y a eu un problème sur la maison et que vous ne saviez pas comment est-ce que vous pouvez gérer ce problème-là. Vraiment, si vous avez n'importe quelle expérience qui peut nous aider, qui peut aider la communauté à s'améliorer, à prendre les meilleures décisions pour leur projet, je vous prie de partager cela dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo autour de nous. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.